Avez-vous déjà eu l'impression d'être utilisé comme un objet, surtout dans votre intimité? Cette sensation étrange, comme si votre corps comptait plus que vos émotions? Si ça vous parle, restez bien avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 habitudes sexuelles étranges des personnes narcissiques. Et croyez-nous, ce que nous allons partager risque de bousculer certaines certitudes. Nous allons comprendre pourquoi ces relations laissent un vide émotionnel aussi profond. Pourquoi, après certains moments d'intimité, on peut se sentir vidé, incompris, presque invisible. Avant d'aller plus loin, une chose importante. Si ce sujet vous parle, aimez la vidéo et abonnez-vous. Cela nous aide énormément à continuer ce travail et à toucher plus de personnes qui, peut-être, vivent la même chose que vous. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le problème vient d'eux. On se dit, c'est peut-être moi qui ne suis pas assez bien. Mais non. Avec un narcissique, la logique est différente. Ce n'est pas une question d'amour, mais de pouvoir et de contrôle. Et quand cela touche à l'intimité, l'impact est encore plus fort. Par exemple, une femme que nous avons accompagnée nous racontait comment, après chaque moment avec son partenaire, elle se sentait comme éteinte. Plus elle essayait de comprendre, plus il la faisait douter d'elle-même. Vous voyez, c'est ce genre de dynamique que nous allons décoder ensemble. Restez bien jusqu'à la fin, parce que certaines habitudes vont vous surprendre. Nous allons lever le voile sur des comportements subtils, mais déstabilisants. Relation sexuelle avec un narcissique, un véritable cauchemar. Quand on parle d'une relation intime avec une personne narcissique, il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas une histoire de sexe. C'est une histoire de pouvoir. Le narcissique ne cherche pas la connexion. Il cherche le contrôle. Et c'est ça qui rend l'expérience si déstabilisante. Au début, tout semble parfait. C'est même souvent incroyable. Le narcissique sait comment séduire. Il sait dire les bons mots, créer une complicité, donner l'impression d'un lien unique. On a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui nous comprend enfin. Dans les premiers temps, il peut être très attentif, très présent, presque fusionnel. On se dit, c'est la bonne personne. Puis, petit à petit, tout change. Les comportements deviennent étranges. L'attention disparaît. Les règles de l'intimité ne sont plus les mêmes. Un jour, on est désiré avec intensité. Le lendemain, on est ignoré. Et c'est ce yo-yo constant qui épuise. On ne sait plus sur quel pied danser. On se met à douter de soi, de son corps, de son attractivité. On se demande « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» C'est exactement là que le piège se referme. Le narcissique joue avec les émotions. Plus on essaie de comprendre, plus on se perd. Parce que ce qu'il cherche, ce n'est pas de partager quelque chose. Ce qu'il cherche, c'est d'avoir l'avantage. Une femme que nous avons accompagnée nous a raconté son histoire. Au début, son partenaire était parfait, attentif, tendre, passionné. Puis il a commencé à alterner entre des périodes de grande proximité et des phases de froid total. Parfois, il l'ignorait pendant des jours, sans explication. Quand elle essayait d'en parler, il la faisait passer pour trop exigeante. Elle finissait par s'excuser, même quand elle n'avait rien fait. Et c'est comme ça que, petit à petit, elle a perdu confiance en elle. C'est là qu'on comprend. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est cette manipulation subtile. Les narcissiques savent utiliser l'intimité comme une arme. Ils créent des moments intenses pour mieux les retirer ensuite. Ils savent que ça vous déstabilise. Plus vous cherchez à retrouver cette intensité du début, plus vous tombez dans leur jeu. Attention, il faut être clair. Cette vidéo n'est pas contre le sexe. Le problème, ce n'est pas le désir ou la passion. Le problème, c'est l'utilisation du sexe comme un outil de contrôle. Quand on partage un moment intime, on s'attend à un échange, à une connexion. Avec un narcissique, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de se rapprocher, mais de dominer. Un autre exemple. Un homme nous a confié qu'au début de sa relation, tout était parfait. Sa partenaire semblait ouverte, connectée, investie. Mais après quelques mois, elle a commencé à fixer ses propres règles, quand
où et comment l'intimité devait avoir lieu. Quand lui exprimait ses besoins, elle se moquait de lui ou l'accusait d'être trop demandeur. Et pourtant, quand elle voulait quelque chose, il devait être disponible. Cette asymétrie l'a épuisé psychologiquement. Il se sentait vidé, sans valeur, incapable de comprendre ce qui n'allait pas. C'est exactement ça qui rend les relations avec des narcissiques si perturbantes. On perd ses repères. On commence à douter de son corps, de ses envies, de ses besoins. On se met à faire des efforts insensés, changer son apparence, son comportement, ses habitudes, mais rien ne suffit. Parce que le problème ne vient pas de nous. Dans ces relations, l'intimité devient une monnaie d'échange. Elle est donnée puis retirée, selon les besoins du narcissique. Un jour, on est parfait. Le lendemain, on ne vaut rien. Et ce va-et-vient constant crée un état d'insécurité permanente. Le cerveau finit par être conditionné. On attend le prochain moment d'attention comme une récompense, même si elle ne dure que quelques minutes. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à partir. Parce que, malgré la douleur, il y a ces rares moments où tout redevient magique. Et on s'accroche à ça. Mais il faut le dire, ces moments ne sont pas de l'amour. Ce sont des stratégies pour maintenir le contrôle. Nous devons retenir une chose. Ce n'est pas une histoire de passion ni de compatibilité sexuelle. C'est une relation de pouvoir. Et tant qu'on ne voit pas cette mécanique, on reste coincé dans un cycle qui nous détruit petit à petit. Dans la suite, nous allons entrer dans le détail des 5 habitudes sexuelles étranges des narcissiques. Et vous allez voir, certaines vont vous sembler familières. C'est normal. Le but ici, c'est de comprendre pour mieux se protéger. Habitude numéro 1. Le contrôle par le refus. Puis l'exigence. Vous avez déjà remarqué, avec un narcissique, l'intimité n'est jamais simple. Quand vous avez envie de vous rapprocher, la réponse, c'est non. Toujours une excuse, toujours un détour. Mais quand eux décident que c'est le moment, là, vous devez dire oui. Pas de discussion, pas de compromis. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question de désir ou de fatigue. C'est une stratégie, une façon de garder le contrôle. Avec eux, tout doit tourner autour de leurs besoins, leurs envies, leurs règles. Et plus on essaye de comprendre, plus on se heurte à un mur. Au début, on ne s'en rend pas compte. On pense que c'est juste une question de rythme, de compatibilité. Mais très vite, un schéma se dessine. Quand vous faites le premier pas, il recule. Quand vous exprimez vos besoins, il minimise. Quand vous voulez parler, il change de sujet. Mais le jour où eux veulent, tout change. Leur demande devient une obligation. Et si vous osez dire non, c'est le drame, reproches, menaces, silence glacial. Parfois même, ils laissent entendre qu'ils pourraient aller voir ailleurs. C'est violent. Et ça crée une peur constante de décevoir. Prenons un exemple. Une abonnée nous a raconté qu'après une opération, à peine 3 jours après, son partenaire lui a demandé un rapport intime. Elle a expliqué qu'elle avait mal, qu'elle devait se reposer. Sa réponse? Tu exagères. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais un effort. Ce n'est pas une demande, c'est une pression. Et derrière cette pression, il y a une idée claire. Vos besoins ne comptent pas. Seuls les leurs priment. Pourquoi ils agissent ainsi? Les narcissiques utilisent l'intimité comme une arme. Pas pour partager un moment, mais pour contrôler. Ils refusent quand vous demandez, parce que ça les met en position de force. Dire non, c'est une manière de vous rappeler que c'est eux qui décident. Mais quand eux veulent, il n'y a plus de négociation. Vous devez être disponible. Toujours. Pour eux, c'est une manière de valider leur pouvoir et de nourrir leur ego. Au fond, ce n'est pas vous qu'ils rejettent, c'est la vulnérabilité. Dire oui à votre demande, ça signifierait vous donner un pouvoir sur eux. Et ça, ils ne le supportent pas. À force, ça laisse des traces profondes. Petit à petit, vous commencez à douter. Vous vous demandez, est-ce que je suis encore attirant?
Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que le problème, c'est moi? Vous changez vos habitudes. Vous essayez de plaire davantage. Vous adaptez votre style, vos vêtements, votre façon de parler. Mais rien ne change. Le problème n'est pas vous. Le problème, c'est le contrôle qu'ils cherchent à garder. Et c'est là que le piège se referme. Plus vous doutez, plus vous cherchez à mériter leur attention. Plus ils prennent le dessus. Un couple nous a confié une anecdote. Elle voulait passer un moment intime. Il refusait systématiquement. 3 mois de refus. Mais un soir, sans prévenir, il exige. Elle dit qu'elle est fatiguée. Sa réaction. Un silence pendant 2 jours, puis un message sec. « Je crois que tu ne m'aimes plus. » Cette stratégie fonctionne. Elle finit par céder, juste pour éviter le conflit. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Ce n'est pas de l'amour. C'est une façon de vous mettre dans une position de dépendance. Comment reconnaître ce schéma? Si vous voulez savoir si vous êtes pris dans ce cycle, posez-vous ces questions. Qui décide quand et comment vous partagez un moment intime? Avez-vous l'impression que votre avis compte? Est-ce qu'on vous culpabilise quand vous refusez? Ressentez-vous plus de pression que de plaisir? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas dans une relation équilibrée. Ce n'est pas une question de compatibilité, c'est un rapport de force. Que faire si ça vous parle? La première étape, c'est de prendre conscience de ce mécanisme. Parce qu'une fois qu'on le voit, on ne peut plus l'ignorer. Ensuite, il faut remettre vos besoins au centre. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'exprimer vos envies. Et vous avez le droit d'être respecté. Et surtout, papé, souvenez-vous, ce comportement ne définit pas votre valeur. Ce n'est pas parce qu'ils disent non que vous n'êtes pas attirant. Ce n'est pas parce qu'ils exigent que vous devez céder. Et ce n'est que la première habitude. Dans la prochaine partie, nous verrons quelque chose d'encore plus déroutant. Pourquoi les narcissiques cherchent souvent à avoir des rapports juste après une dispute intense. Vous allez voir, ça aussi, c'est une stratégie. Habitude numéro 2. Le sexe après les disputes intenses. Avez-vous déjà vécu cette situation? Une dispute énorme, des cris, des reproches, des portes qui claquent, et quelques minutes après, votre partenaire vous propose de faire l'amour. On se dit que c'est pour se réconcilier, que ça va arranger les choses. Mais dans certaines relations, surtout avec un narcissique, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas une marque d'amour. Ce n'est pas une envie de réparer. C'est une manière de reprendre le contrôle. Nous allons parler de cette habitude, souvent déroutante et très toxique, le sexe juste après les disputes. Vous allez comprendre pourquoi ce comportement vous enferme dans un cycle émotionnel épuisant et comment le repérer. Pourquoi ils font ça? Un narcissique ne supporte pas de perdre le pouvoir. Pendant une dispute, il peut sentir que vous lui échappez, que vous prenez de la distance, que vous osez poser vos limites. Et ça, pour lui, c'est insupportable. Alors, il utilise le sexe comme une arme. Pour lui, ce n'est pas une question de tendresse. Ce n'est pas une volonté de recréer du lien. C'est une stratégie pour vous ramener dans son orbite. Il veut vous ramener sous son contrôle. Il sait que l'intimité peut brouiller les pistes. Et il s'en sert pour inverser la situation. Vous passez de la colère à la confusion, et lui retrouve sa position de force. Comment ça se passe concrètement? Voici un exemple fréquent. Vous venez d'avoir une dispute très intense. Vous êtes encore en larmes. Votre tête tourne. Vous avez besoin d'espace pour respirer, mais lui, au contraire, se rapproche, vous touche, cherche à provoquer une proximité physique immédiate. Et si vous refusez, il peut se vexer, se mettre en colère, ou vous accuser de gâcher la relation. Il retourne la situation pour que vous vous sentiez coupable. Finalement, beaucoup cèdent, juste pour avoir la paix. C'est exactement ce qu'il recherche. Il crée un chaos émotionnel pour ensuite l'éteindre par une pseudo-intimité. Ce n'est pas de l'amour. C'est une manipulation. L'effet sur le cerveau. Un piège invisible. Ce qui rend ce cycle si puissant, c'est la chimie du cerveau.
Quand on se dispute, notre corps libère du cortisol et de l'adrénaline. On est tendu, le cœur bat vite, on se sent en danger. Puis, quand vient le rapport sexuel, le cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine et de la sérotonine. En quelques minutes, on passe de la panique au soulagement. Ce mélange de stress intense, suivi d'une récompense, crée un lien émotionnel très fort. On se sent plus attaché, presque dépendant. C'est comme un yo-yo hormonal, très bas, puis très haut. Et notre cerveau finit par associer la douleur à la seule façon de retrouver un moment de calme. C'est pour ça que beaucoup restent coincés dans ces relations. Pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce que leur corps finit par chercher ces montagnes russes émotionnelles. C'est ce qu'on appelle un lien traumatique. Une abonnée nous a confié son expérience. Après chaque dispute, son ex devenait soudain très tendre et insistant. Elle refusait parfois, mais il lui disait « Si tu refuses, c'est que tu ne m'aimes plus. » Elle finissait par céder pour éviter la tension. Des mois plus tard, elle s'est rendue compte qu'il ne s'excusait jamais. La dispute n'était jamais réglée. En fait, il utilisait le sexe pour éviter d'assumer ses torts et pour la garder sous son contrôle. Pourquoi c'est dangereux? Le danger, c'est qu'à force, on perd ses repères. On ne sait plus ce qui est normal. On se sent coupable, même quand on est la victime. On se met à penser que céder est la seule façon de préserver la relation. Mais en réalité, on alimente le cycle, dispute, tension, sexe, silence. Rien n'est jamais réglé. Les mêmes conflits reviennent. À long terme, cela épuise émotionnellement. On finit par avoir l'impression que son corps ne nous appartient plus vraiment. On n'est plus acteur, on est spectateur de la relation. Les signes d'alerte. Comment savoir si vous êtes pris dans ce schéma? Les disputes ne sont jamais vraiment résolues. Le sexe vient systématiquement remplacer les excuses. Vous sentez obligé d'accepter, même quand vous n'en avez pas envie. Vous êtes confus après ces moments, soulagé mais encore blessé. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes, prenez du recul. Ce n'est pas un simple mode de fonctionnement. C'est un outil de manipulation. Habitude numéro 3. Imposer les positions et contrôler le corps. Nous allons parler d'un sujet délicat mais important. Quand on vit une relation intime avec une personne narcissique, il y a souvent un point qui revient, le contrôle. Et ce contrôle ne s'arrête pas à la vie quotidienne. Il s'invite aussi dans l'intimité. Ce n'est pas une question de préférence ou de goût personnel. Ce n'est pas « j'aime cette position » ou « je préfère celle-ci ». Non, ici il s'agit de domination. Avec une personne narcissique, le sexe n'est pas forcément un moment de partage. C'est un outil, un moyen d'affirmer sa supériorité, de rappeler qui décide, de prouver qu'elle a le pouvoir sur vous, même dans ce qui devrait être le plus intime. Souvent, ces personnes choisissent des positions où l'autre ne peut pas bouger. Elles verrouillent les jambes, bloquent les bras, se mettent toujours au-dessus. Leur objectif, ce n'est pas de créer un moment à deux, c'est de prendre le contrôle total. Votre rôle, dans leur logique, c'est d'être passif, d'obéir, de suivre. Et si vous essayez de participer, de changer la dynamique, elle, comme court, non, fais pas ça. Je n'aime pas. Laisse-moi faire. Petit à petit, ça installe un malaise profond. Vous ne vous sentez plus impliqué. Vous avez l'impression de subir, pas de partager. Et ça laisse des traces. Prenons un exemple concret. Une femme nous a confié un jour que son ex-partenaire imposait systématiquement les mêmes positions, sans jamais demander son avis. Si elle essayait de prendre une initiative, il se fâchait. Elle disait « Je ne me sentais plus qu'un corps, pas une personne. J'étais là, mais je n'étais plus vraiment présente. » Ce genre de témoignage revient très souvent, et il montre bien à quel point le problème n'est pas la sexualité en soi, mais l'absence de respect et d'échange. Un narcissique utilise le sexe comme un outil de supériorité. Pendant l'acte, il se nourrit de l'idée qu'il contrôle tout. Pour lui, c'est une manière de gonfler son ego. Regarde comme j'ai le pouvoir. Regarde comme c'est moi qui décide.
Dans leur tête, ce n'est pas nous, c'est moi. Pas ensemble, mais moi d'abord. Et plus ils sentent que vous vous éteignez, que vous perdez confiance en vous, plus ils se sentent grands. Le problème, c'est que cette dynamique ne s'arrête pas à la chambre. Ce contrôle finit par se glisser dans d'autres aspects de la relation. Quand on est sans cesse privé de liberté, même dans l'intimité, on commence à douter de sa propre valeur. On se demande, est-ce que je ne suis pas assez bien? Est-ce que c'est moi le problème? Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Installer le doute, créer la dépendance, vous faire croire que sans eux, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas. Et puis, il y a l'autre facette de ce comportement, l'interdiction de participer. On pourrait penser que le sexe, c'est un échange. Mais pour un narcissique, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas votre mot à dire. Vous n'avez pas le droit d'exprimer vos envies. Si vous essayez, c'est rejeté. Au fil du temps, on finit par ne plus rien dire. On se tait et on se renferme. Ça crée un vide énorme, pas juste physique, mais émotionnel. Parce qu'au fond, on ne se sent plus désiré. On se sent utilisé. Et quand on se sent utilisé, on finit par se détacher. On perd confiance, pas seulement dans la relation, mais parfois même en soi. Autre anecdote marquante, un homme expliquait que son ex-compagne insistait toujours pour imposer des scénarios qu'il ne voulait pas. Il avait l'impression d'être une marionnette dans ses mains. Résultat, il s'est éloigné, il a perdu toute envie, mais il n'osait rien dire, parce que la moindre objection déclenchait des reproches, des menaces ou des humiliations. C'est exactement ça la stratégie, prendre le pouvoir et le garder. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour un narcissique, l'intimité n'est pas une question de connexion, mais de contrôle. Et ça, ce n'est pas normal, parce que, dans une relation saine, on parle, on échange, on se respecte. Personne ne devrait se sentir contraint, ni mis de côté. Personne ne devrait se sentir réduit à un rôle passif où ses envies ne comptent pas. Nous devons comprendre que ces comportements ne sont pas anodins. Ils participent à une stratégie plus large, renforcer leur domination et affaiblir votre confiance. En prenant conscience de ces dynamiques, on commence déjà à reprendre une part de son pouvoir. Et si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes traversent ce genre d'expérience. Le plus important, c'est de savoir que vos envies comptent, que votre voix a de la valeur et que l'intimité ne devrait jamais être un terrain de soumission, mais un espace de partage. Habitude numéro 4. L'usage excessif de la pornographie. Il y a un point qu'il faut clarifier dès le départ. Le problème n'est pas la pornographie en soi. Beaucoup de couples choisissent d'en regarder ensemble, ça peut même renforcer la complicité. Mais avec une personne narcissique, ce n'est pas une question de préférence, c'est une question d'évasion. Pour elle, la pornographie devient souvent un refuge et un outil de contrôle. Le souci, c'est qu'elle préfère les fantasmes à la réalité. Le plaisir est dans la projection, pas dans le partage. Elles vont passer des heures à regarder des images, à vivre dans un monde imaginaire, pendant que vous êtes là, à côté, à attendre une connexion qui n'arrive pas. Et quand on en parle, elles minimisent, ce n'est rien, tout le monde. Le fait, le message implicite, c'est « le problème, c'est toi qui le crée ». Petit à petit, on se sent mis de côté. On commence à douter. Est-ce que je ne suis pas assez attirant? Est-ce que je fais quelque chose de travers? C'est là que le piège se referme, parce que les narcissiques savent utiliser ce malaise pour vous déstabiliser encore plus. Avec un narcissique, la pornographie devient souvent une arme invisible. Il compare tout le temps. Pas toujours directement, mais subtilement. Regarde comme cette fille est souple, ou ce mec, lui, sait comment faire plaisir. Même sans le dire ouvertement, il laisse entendre que vous êtes en dessous de ces images parfaites. Un abonné nous a déjà confié son histoire. Son ex passait des nuits entières sur des sites pour adultes.
Le lendemain, il se plaignait de son corps, de son attitude, de sa manière de faire l'amour. Résultat, elle se sentait de plus en plus petite, de plus en plus invisible, jusqu'à douter de sa propre valeur. C'est ça, l'effet recherché, affaiblir votre confiance. Parce qu'une personne qui doute d'elle-même est plus facile à manipuler. Avec le temps, ce comportement crée un fossé énorme. L'intimité émotionnelle disparaît. Vous avez l'impression de partager un lit avec quelqu'un, mais pas une relation. Les moments de tendresse deviennent rares, presque inexistants. Vous vous retrouvez à attendre un geste, un regard, une connexion, et ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que pour eux, se tourner vers la pornographie, c'est plus simple que de se tourner vers vous. Dans leur monde virtuel, ils n'ont pas besoin d'être vulnérables, ils n'ont pas à se montrer tels qu'ils sont. Et c'est bien là le cœur du problème. Les narcissiques fuient la réalité émotionnelle. Être proche de quelqu'un, c'est aussi accepter d'être vu, entendu, aimé, et ça les met mal à l'aise. Alors ils se réfugient derrière un écran. Le plus déroutant, c'est la manière dont ils inversent la situation. Au lieu d'assumer leur comportement, ils vous font porter la responsabilité. Si je regarde, c'est parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Tu n'es pas assez sexy. Tu n'oses pas, toi. Cette stratégie est très subtile. Elle installe un sentiment de culpabilité. On se met à croire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on doit changer, séduire plus, se transformer. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Pendant que vous essayez de vous adapter, eux, ils gardent le contrôle. Cette habitude a des conséquences profondes. Elle détruit peu à peu l'estime de soi, installe une insécurité permanente et crée une fracture émotionnelle. À force, certains finissent par croire qu'ils ne méritent pas d'être désirés. On se met à chercher ce qu'on doit réparer chez soi, alors que le problème vient d'ailleurs. Un autre témoignage marquant d'une auditrice. Elle avait découvert que son compagnon passait des heures à regarder des vidéos, parfois juste après leur rapport. Quand elle a osé en parler, il lui a répondu « Toi, c'est différent. Là, c'est juste pour m'inspirer. » Résultat, elle a cessé de se sentir désirable, alors qu'elle n'était pas le problème. Un usage excessif et secret, combiné à des remarques dévalorisantes, doit nous alerter. Ce n'est pas juste une habitude personnelle, c'est un outil de domination. Quand la pornographie devient un moyen de fuir l'intimité et de vous rabaisser, ce n'est plus anodin. Il ne s'agit pas de juger la pornographie en général, mais de comprendre comment, dans ce contexte, elle devient un instrument pour vous isoler émotionnellement. Nous devons nous rappeler d'une chose. Ce comportement n'a rien à voir avec votre valeur. Il ne dit rien de votre corps, de votre désir ou de votre attractivité. Ce qu'il révèle, c'est leur incapacité à créer un vrai lien, et dans la suite, nous verrons comment cette absence d'intimité émotionnelle devient l'une des armes les plus puissantes des narcissiques. Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez comprendre encore mieux les dynamiques des relations toxiques, aimez la vidéo et abonnez-vous. Plus nous sommes nombreux à en parler, plus nous aidons celles et ceux qui se sentent seuls dans ces situations. Habitude numéro 5. Absence totale d'intimité émotionnelle. Au début, tout semble parfait. Avec une personne narcissique, la relation commence souvent comme un rêve. Nous sommes submergés d'attention, de compliments, de gestes tendres. C'est la fameuse phase de lune de miel. On a l'impression d'avoir trouvé la personne idéale. Elle nous regarde comme si nous étions uniques, irremplaçables. Tout est intense, les messages, les appels, les rendez-vous. Chaque moment est une preuve d'amour, et puis, sans prévenir, tout change. Plus de câlins spontanés, plus de mots doux, plus de regards qui donnent chaud au cœur. Les gestes simples, comme tenir la main ou échanger un baiser, disparaissent. On se demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» On cherche une explication, mais il n'y en a pas. La personne narcissique se retire émotionnellement. C'est volontaire. Elle crée un vide. À ce stade, il faut comprendre une chose essentielle. Pour un narcissique,
L'intimité émotionnelle est perçue comme une menace. Dans les premiers temps, elle joue la carte de la passion pour nous séduire et nous accrocher. Une fois que nous sommes attachés, les règles changent. C'est comme si nous étions désormais acquis, et cette proximité qui semblait naturelle devient une arme. Prenons un exemple concret. Sophie, 32 ans, raconte qu'au début de sa relation, son partenaire ne pouvait pas passer une journée sans lui envoyer des messages. Il parlait d'avenir, d'amour éternel, de voyage à deux. 6 mois plus tard, tout a basculé. Plus de mots tendres, plus de complicité. Quand elle essayait de le prendre dans ses bras, il trouvait toujours une excuse. « Je suis fatigué, ce n'est pas le moment ». Ce silence émotionnel l'a peu à peu détruite. Elle s'est demandé si c'était elle le problème, si elle avait fait quelque chose de mal. C'est ça, le piège. Quand la tendresse disparaît, on doute de soi. On se sent réduit à un objet. On se met à chercher ce qu'on aurait pu faire différemment pour mériter de nouveau cette affection. Mais en réalité, ce changement n'a rien à voir avec nous. Il fait partie d'une stratégie inconsciente ou calculée. Maintenir le contrôle. Il y a une nuance importante à comprendre ici. Désir physique ne veut pas dire connexion émotionnelle. Un narcissique peut avoir des rapports sexuels, mais sans chercher de proximité émotionnelle. Pour lui, le corps est un outil, pas un lien. La tendresse, les baisers, les gestes doux, tout ce qui nourrit la complicité profonde, disparaît. Le partenaire peut se sentir utilisé, comme une simple fonction à remplir. Le plus déroutant, c'est que cette distance n'est pas constante. Parfois, ils reviennent avec des élans d'affection, juste assez pour raviver l'espoir. Et puis, ils repartent. Ce va-et-vient crée une forme de dépendance affective. On s'accroche aux rares moments d'intimité, on attend le retour de la passion du début, mais elle ne revient jamais vraiment. Autre anecdote, Karim, 40 ans, explique que sa compagne le complimentait sans cesse au début. « Tu es l'homme de ma vie. » Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Mais, quelques mois plus tard, elle évitait tout contact visuel, refusait les baisers, et le sexe était devenu mécanique, sans échange. Il avait l'impression de partager son intimité avec quelqu'un qui n'était même pas là. C'est un point crucial. L'absence d'intimité émotionnelle fait qu'on se sent seul, même à deux. Cette déconnexion peut être extrêmement destructrice. Petit à petit, on perd confiance. On commence à croire que notre corps ne plaît plus, que notre personnalité n'intéresse plus, que quelque chose en nous cloche. Mais il faut le dire clairement, ce n'est pas nous le problème. C'est leur incapacité ou leur refus d'entrer dans une véritable intimité. Pourquoi ce refus? Parce que l'intimité émotionnelle implique la vulnérabilité. Et pour un narcissique, montrer ses failles, ouvrir son cœur, reconnaître ses émotions, c'est inconcevable. Il préfère garder le contrôle, maintenir une façade. Il s'autorise parfois le plaisir physique, mais refuse de se connecter à un niveau plus profond. Alors, que pouvons-nous faire quand nous sommes confrontés à cette absence? D'abord, reconnaître le schéma. Comprendre que ce vide émotionnel n'est pas une punition contre nous, mais un mécanisme chez eux. Ensuite, se rappeler que l'amour sain ne se limite pas au désir physique. L'intimité véritable, c'est l'échange, le respect, la complicité. Si ces éléments disparaissent, il est normal de se sentir frustré, triste, perdu. Cette étape est douloureuse, mais nécessaire. Réaliser que l'affection initiale faisait partie d'un rôle, qu'elle était là pour nous séduire, pas pour durer. Et plus nous comprenons ce mécanisme, plus nous reprenons du pouvoir sur nous-mêmes. En résumé, l'absence totale d'intimité émotionnelle n'est pas un détail. C'est un signal fort. Quand les gestes tendres disparaissent, quand les baisers sont évités, quand le sexe devient mécanique, il ne s'agit pas d'un problème passager. C'est un schéma. Et tant que nous cherchons à mériter de nouveau cette affection, nous restons coincés dans le jeu. À ce stade de la vidéo, il est important de rappeler que nous ne sommes pas seuls à vivre ça. Si vous vous reconnaissez dans ces exemples, parlez-en dans les commentaires. Votre histoire peut aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux.
Et si notre contenu vous aide, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Nous avons encore beaucoup à partager pour vous aider à mieux comprendre ces comportements et à vous protéger. Comment se protéger et se reconstruire. Quand on réalise qu'on vit ou qu'on a vécu une relation avec une personne narcissique, on peut se sentir perdu. On doute de tout, même de soi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de reprendre le contrôle. On va voir ensemble comment se protéger et surtout se reconstruire. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et plus vite on comprend les mécanismes, plus vite on peut avancer. D'abord, reconnaître les schémas. Tant qu'on ne met pas de mots sur ce qu'on vit, on reste coincé. Un narcissique utilise souvent les mêmes méthodes. Le silence, le chantage affectif, les reproches constants, le contrôle dans l'intimité. Quand on commence à identifier ces comportements, quelque chose change. On arrête de se blâmer. On comprend que le problème n'est pas notre valeur, mais leur besoin de domination. Par exemple, une de nos abonnées nous a écrit « Je pensais que je n'étais pas assez bien. Chaque refus, chaque critique, je le prenais pour moi. Jusqu'au jour où j'ai compris que tout ça n'avait rien à voir avec moi. » Reconnaître, ça c'est le premier pas vers la liberté. Ensuite, fixer des limites claires. Et ça, on sait que c'est difficile. Un narcissique déteste les limites. Mais c'est nécessaire. Une limite, ce n'est pas une menace. C'est une règle que l'on pose pour se protéger. Ça peut être simple. Je ne répondrai pas aux messages après 22 heures. Je ne discuterai pas quand tu hausses la voix. Je ne parlerai pas de sujets personnels devant des tiers. Bien sûr, ils vont tester ces limites. Ils vont insister, manipuler, culpabiliser. Mais plus on reste ferme, plus on reprend. Notre pouvoir. On envoie un message clair. Je me respecte et je m'attends à être respecté. Le troisième point, c'est chercher du soutien. Personne ne traverse ça seul. On peut se croire fort, mais l'isolement joue contre nous. Parler à quelqu'un, ça change tout. Ça peut être un ami de confiance, un membre de la famille, un thérapeute ou même des groupes de parole. Entendre d'autres histoires, voir qu'on n'est pas seul, ça libère. Un homme nous a confié récemment, pendant des années, j'ai gardé tout pour moi. Je pensais que personne ne comprendrait. Quand j'ai rejoint un groupe de soutien, j'ai entendu mon histoire racontée par d'autres. Ce jour-là, j'ai arrêté de me sentir fou. Ces espaces sont précieux, parce qu'ils nous rappellent une chose essentielle. On n'est pas seul. Mais demander du soutien, ce n'est pas seulement parler.